Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps, laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Erreur 404 où on a la chance d'accueillir Agathe et Lisa qui vont bientôt partir pour leur projet. Donc on a beaucoup de chance de les accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Agathe et Lisa. Merci de nous avoir invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Agathe, j'ai 23 ans. Au niveau scolaire, j'ai fait un double diplôme ESPCI à Mines Paris en option innovation et entrepreneuriat. Et à côté de ça, j'ai aussi fait une licence d'économie à Dauphine. Ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui touche à l'environnement, construire un monde plus juste et durable, que ce soit socialement ou écologiquement. Et du coup, je suis curieuse sur tous les sujets qui touchent à l'environnement. Donc tout ce qui est social, politique, sciences, etc. Et j'ai aussi un compte Instagram où je prends la parole sur ces sujets pour essayer de m'engager et d'inspirer d'autres personnes à s'engager. Et voilà, donc en fait, je teste plein de choses. Je suis très curieuse de plein de choses et voilà, c'est comme ça que je me définis. Là, c'est un peu compliqué. Moi, c'est Lisa. Comme Agathe, j'ai fait un double diplôme entre le SPCI et les mines. Moi, je suis partie en géosciences, plutôt à la base dans l'idée d'utiliser en fait mon bagage scientifique pour pas forcément de l'innovation en tant que telle, mais plutôt pour étudier l'environnement et la planète. Et ouais, c'est parti d'un constat de j'ai un bagage scientifique plutôt conséquent, et en fait autour de moi il y a plein de gens qui partent pour utiliser en fait ce bagage dans des innovations très technologies de pointe, etc. Et la réflexion de base, c'était de se dire c'est super cool de faire des ordinateurs quantiques, mais en fait sur une planète qui brûle, ça sert plus à grand chose. Oui. Et on a besoin de gens qui font de l'innovation, etc. C'est hyper important, mais je me voyais pas forcément partir là-dedans. Et donc l'idée, c'était d'utiliser ce truc-là plus pour étudier la planète et comment faire pour qu'elle se porte mieux et nous avec, plutôt que de créer la dernière technologie de ouf pour qui va servir à on ne sait pas forcément quoi. Donc voilà. Et ce qui me passionne dans la vie, pas mal de choses, mais il n'y a rien de très, très spécifique. Après, je suis hyper intéressée par toutes les problématiques liées à l'environnement, comme Agathe. J'ai clairement pas la foi de me lancer sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas beaucoup le courage, clairement. Mais voilà, après, je sais pas encore ce que je vais faire de ça. Et voilà, et j'ai une certaine passion pour l'aventure et le fait de se mettre dans des situations un peu foireuses. Et ça a quelque chose à voir avec le projet, clairement. Merci beaucoup pour vos présentations. Je trouve que c'est super intéressant que vous parliez déjà de l'impact potentiel que peuvent avoir par exemple l'étude des sciences ou de la technologie. Parfois on se rend pas forcément compte de l'impact tout de suite, que ce soit dans la recherche ou même, comme tu disais, dans l'innovation. On ne sait pas tout de suite à quoi ça va servir, et ça peut servir à quelque chose de très positif ou au contraire quelque chose de très négatif. Et oui, justement, pour rebondir un peu sur ce sujet, vous, qu'est-ce qui vous passionne dans la tech ? Ce qui me passionne dans la tech, je dirais que c'est la low-tech. Voilà, j'aime beaucoup ce mot, pour opposer high-tech et low-tech. Ouais. Et c'est tout ce qui, c'est la sobriété, la frugalité, c'est... En fait, les principes de la low-tech, c'est que ce soit des technologies qui soient durables, qu'on puisse s'approprier, qu'on puisse réparer nous-mêmes, ou en tout cas à l'échelle locale, et qu'elles soient durables avec le moins de matériaux possible et le plus juste possible aussi. Donc ça va être très différent en fonction de où est-ce qu'on habite. Moi, j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que, surtout quand on fait des écoles d'ingé, je trouve que il y a ce côté un peu, c'est très très simple, c'est pas aussi sexy, c'est pas très sexy de faire de la low-tech, c'est un peu jouer avec de la pâte à modeler, on a un peu des idées reçues sur ça, et du coup c'est vrai qu'on a moins tendance à s'orienter vers ces technologies-là, parce que
c'est moins considéré comme la réussite sociale, surtout vis-à-vis de nos amis, de nos proches, de nos parents. C'est toujours plus stylé de dire qu'on travaille sur un projet de moteur, de je ne sais quoi, dans une grande entreprise. Ça suscite un peu l'admiration des autres. Et... Oui, alors que c'est tout aussi important que la high-tech, en fait, totalement. Alors moi, la tech... non, c'est... En fait, j'ai un peu ce paradoxe-là de... À la base, j'aimais beaucoup ce que je faisais... Donc, à l'ESPCI, donc un peu des sciences de pointe qui ne cherchaient pas forcément à résoudre tous les problèmes environnementaux qu'on a actuellement. Et pour la science en elle-même, je trouvais ça hyper intéressant, hyper stimulant aussi, comme tu disais, Agathe. En fait, c'est ce qu'on fait. Quelque part, ça flatte l'ego, en fait, de se dire que voilà, on travaille dans des technologies de pointe, de l'innovation de pointe, etc. Et en soi, vraiment, pour le sujet scientifique pur, je trouve ça hyper intéressant. Mais j'ai toujours cette dissonance avec le fait que ok, c'est super chouette, c'est hyper stimulant, c'est flatteur, mais à quoi ça va servir en fait ? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça maintenant ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de créer toujours plus de nouvelles technologies qui vont servir à des choses pas forcément toujours super utiles ? Et on est en train d'alimenter un monde en technologie alors qu'on aurait besoin de réfléchir aux technologies déjà existantes, en quoi elles sont utiles, en quoi elles sont soutenables en fait, et qu'est-ce qu'elles apportent ou qu'est-ce qu'elles apportent pas, est-ce qu'elles dégradent potentiellement le mode de vie que ce soit le nôtre ou celui d'autres personnes. Et donc j'ai vraiment du mal avec cette politique de regarder que la tech et en fait d'aller à fond et de chercher des solutions dans la tech aux problèmes qui nous entourent, alors que y a beaucoup de choses qui pourraient être résolues simplement en se posant 5 minutes et en réfléchissant à ce qu'on fait juste pour le moment. Enfin, en réfléchissant juste à notre consommation, à notre manière de produire et de réfléchir et de progresser même. C'est clair. Mais en fait, souvent, en tant que scientifique, j'ai l'impression qu'on nous pose des problèmes et nous, on va chercher les solutions, mais on ne se pose pas la question du problème en lui-même. Et typiquement, dans la tech, il va y avoir des problèmes qui ont l'air hyper intéressants, dit comme ça. Par exemple, comment recycler le PET. Et il y a une entreprise qui a fait une innovation dernièrement qui s'appelle Carbios, qui est, moi je trouve que le principe est vraiment chouette, quoi. C'est recyclage enzymatique. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est, en fait, là, c'est vraiment cette économie de la réparation, c'est de la tech pour réparer un problème qui pourrait ne pas exister. Et en fait, c'est ça, c'est entretenir cette économie de la réparation et presque déculpabiliser les personnes qui causent les problèmes, parce que derrière, on va rajouter de la technique pour réparer le problème. On va rajouter un pansement derrière une blessure, alors qu'on pourrait juste éviter de se blesser, quoi. Perso, j'ai un gros questionnement par rapport à ça, notamment quand je cherchais des stages. Justement, je cherchais des boîtes de tech, parce qu'à l'époque, c'était ça qu'on était censé faire en fait, dans le cadre de l'école. Et qui justement cherchait, j'avais postulé chez Carbios pour cette raison, parce que je me disais trop bien, c'est une manière en tant qu'ingénieur d'être un peu une réponse au problème, et sauf que c'est un pansement sur un truc qui fuit et t'essayes de faire des choses, sauf que le boulot d'un ingénieur, c'est effectivement d'arriver à trouver des solutions, sauf que on est consciente que en fait les solutions, elles se trouvent vraiment la réflexion de pourquoi on produit, est-ce que c'est vraiment une bonne chose, comment on pourrait réduire ça, au lieu de chercher effectivement à soigner le problème une fois qu'il est causé, quoi. Ouais. Ça va aussi avec l'effet rebond. Quand tu rajoutes de la technologie pour optimiser des procédés énergétiques ou pour alléger le plus possible, etc., en fait, derrière, il va y avoir des effets rebonds qui vont annuler la plupart du temps tout ce que tu as apporté. Et on le voit très bien avec l'avion, par exemple, où il pollue... Par passager, les émissions, elles ont diminué énormément, mais en fait, du coup, ça fait que les trajets coûtent beaucoup moins cher et en fait, on peut développer... Ça déculpabilise. Tu dis que finalement, par passager, ça pollue moins, donc c'est pas grave, alors si j'y vais, je peux le prendre. En fait, finalement, la fréquentation des avions augmente pour cette raison, quoi. T'as les effets rebonds directs, du coup, et les effets rebonds indirects... ça te déculpabilise, ou alors du coup tu fais des gains, tu fais des économies d'argent que tu vas réinvestir dans des activités polluantes. C'est un cercle vicieux en fin de compte. Donc je trouve qu'on peut sortir, comme vous disiez, un peu par la compréhension, au lieu de se dire on trouve la solution, on comprend le problème et on se pose de qu'est-ce que c'est vraiment le problème. Et je trouve que c'est quelque chose que plus on avance, moins on a tendance à prendre le temps de se poser pour le comprendre.
Et justement, en fait, je pense que ça fait une très bonne transition avec la prochaine question qu'on avait. C'est justement, pour vous, quel progrès vous voulez voir justement d'ici 2100, on va dire? On s'est un petit peu projeté loin pour la question. Ou au contraire, ne jamais arriver? Le progrès que j'aimerais voir, c'est c'est le fait d'accepter de produire moins, de consommer moins. Que les entreprises acceptent que c'est pas possible de faire de la croissance verte, que c'est une utopie. Ça fait un peu extrémiste dit comme ça, mais c'est un fait. Il faut qu'on accepte de produire moins, de consommer moins. On peut pas juste tout le temps optimiser. Il y a un moment, il va falloir vraiment remettre en question notre système globalement. Et c'est ça le progrès que j'aimerais voir. C'est que les gens prennent conscience de leurs responsabilités et qu'ils acceptent vraiment de remettre en question tout ce qu'on a, tout le bagage historique, toute l'histoire de l'entreprise. En fait, le problème, c'est qu'il y a tout le bagage historique des entreprises qui font qu'aujourd'hui, elles ont du mal à accepter de changer la chose et de changer leur processus, etc. Ouais, parce qu'elles ont toujours fait comme ça et c'est plus facile pour des startups, pour le coup, d'être innovantes à ce niveau-là. Et tu as tout le côté social aussi avec les employés. En fait, c'est toute une organisation du travail qui doit être revue, même en termes de nombre d'employés dans tel domaine, etc. Et vraiment, c'est ça que j'aimerais voir comme progrès, quoi. Accepter de remettre tout ça en question. Moi, j'aimerais bien voir... En fait, je sais pas si ça constitue un progrès ou pas, mais j'aimerais bien voir un changement de paradigme, en fait, dans la notion de progrès. Parce qu'aujourd'hui, le progrès, c'est... Quand tu parles de progrès à qui que ce soit, ça évoque le progrès technologique. Donc, typiquement, les ordinateurs quantiques, je sais pas, le fait d'aller dans l'espace, etc. Et en fait, depuis quelques temps, encore une fois, je cogite pas mal sur la notion de progrès et j'aimerais bien qu'en fait, on arrête de considérer le progrès comme uniquement technologique, mais qu'on considère le progrès comme social. Et que, en fait, on s'intéresse plus aux conditions de vie des gens, mais de tous les gens, et notamment ceux qui actuellement sont en galère, donc c'est-à-dire pas nous, en fait. Et qu'on se penche un peu plus sur les personnes qui pâtissent que ce soit du changement climatique, qui en pâtissent le plus, c'est-à-dire encore une fois pas nous, et qui en sont absolument pas responsables. Et les gens qui pâtissent des inégalités, etc. Enfin, il y a énormément de réflexions à avoir sur ces domaines-là, et c'est dans ces domaines-là que j'aimerais voir du progrès et de la réflexion, et ok, évidemment sur le changement climatique aussi, mais en fait, c'est pas un progrès technologique. Il y aura besoin de progrès technologique, dans tous les cas, on a besoin des innovations, mais il y a énormément de réflexions à avoir en amont sur la manière dont on consomme. Mais voilà, donc la partie effectivement réflexion sur la consommation et le mythe de la croissance verte, mais aussi une réflexion sur le progrès social et comment faire en sorte que en fait, toute l'humanité arrive à peu près à vivre de manière viable, quoi. Mais c'est vrai que c'est intrinsèquement lié. Ouais, d'intégrer, ça pourrait être génial d'intégrer des indicateurs de bien-être, par exemple. Et c'est vrai que c'est assez lié finalement à tous ces enjeux de consommation, d'environnement. Ouais, non, mais carrément le droit à vivre dans un monde soutenable et pour tout le monde, en fait. Pas que pour les élites occidentales. Ouais, se poser la question de ce que tu apportes en termes d'innovation, qu'est-ce que ça apporte en termes de bien-être. Si ça a un coût énorme pour très peu de bien-être, à quoi bon le sortir? Par exemple, je pense à des innovations, des fours. Il y a des fours où tu peux filmer ton rôti qui est en train de cuire. Ouais, que globalement ça va pas avancer. Oh là là, chose, je savais pas que ça existait. Moi non plus, je viens de l'apprendre, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est utile aujourd'hui. Ça apporte très peu de bien-être. Et se poser la question de, à chaque fois que tu fais des nouvelles offres, ok, pour qui, pourquoi, que ce soit un peu organisé et décidé par... que ce soit plutôt organisé collectivement pour qu'on décide, non, en fait, ça apporte rien. Ouais, c'est ça. D'avoir vraiment des réelles choses à impact, quoi. Mais je trouve que ça fait un peu écho à quand on avait parlé justement avec Pauline où on avait pris l'idée du podcast. C'est aussi on est complètement d'accord avec vous sur le fait que parfois on trouve que le public il est un peu sorti aussi des innovations technologiques et en fait ça arrive et que ce soit d'ailleurs des recherches plus académiques et plus amont qui n'ont pas encore donné de produits. En fait justement le public qui est non initié souvent en fait il sait pas ce qui va sortir alors que c'est lui qui va complètement éprouver les conséquences et ça c'est une vraie question quoi. Et justement
Donc vous avez un beau projet là qui arrive, vous partez dans 5 jours. Donc on est trop contente de vous avoir avant que vous partiez. Qu'est-ce que c'est le projet SoRoots concrètement ? SoRoots, c'est un voyage à vélo de 6 mois à travers l'Europe, porté par Agathe et moi-même. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer des femmes qui portent des projets agroécologiques en Europe. Le voyage à vélo, encore une fois, c'est parce qu'on avait envie de partir à l'aventure et d'adopter un mode de déplacement bas carbone. On veut aller voir des personnes qui portent des projets agroécologiques parce que l'agriculture, c'est un sujet qui nous intéresse toutes les deux. Et donc, en particulier, dans un contexte de transition écologique, l'agroécologie se propose comme étant une solution. Sachant que c'est hyper vaste, l'agroécologie, c'est pas du tout un seul truc, une seule pratique, c'est un ensemble de pratiques, c'est une philosophie, c'est une science aussi. On a choisi de se concentrer sur les femmes, précisément moi à la base parce que j'en avais marre de voir des femmes nulle part dans les films que j'avais vus, et accessoirement parce qu'en fait le monde agricole c'est un monde qui est encore très stéréotypé, très masculin, en tout cas en apparence. Alors qu'il y a énormément de femmes qui travaillent dans le milieu agricole et qui ont acquis leurs droits durement depuis quelques dizaines d'années. Donc c'est un monde qui est hyper intéressant à travers le prisme féminin et féministe d'ailleurs. Et voilà. Et on a choisi de rester en Europe pour ne pas prendre l'avion. C'était un choix, juste pour garder une cohérence. En fait, on s'est dit, on fait un voyage à vélo de 6 mois, on va peut-être pas prendre l'avion pour. Oui, justement. Voilà. Ça nous paraissait plus cohérent. Je pense que ça avait aussi quelque chose de rassurant de se dire qu'on partait pas forcément très loin et que si ça se passait mal, en fait, on prend un train ou un bus et on rentre. Et après, en fait, le trajet se décide un peu au jour le jour parce qu'on a contacté, Agathe surtout a contacté beaucoup de paysannes du coup en Europe. Dans un certain nombre de pays, on a eu plus ou moins de réponses. Voilà, en fait, ça va être, je pense, pas mal de bouche à oreille aussi. On va arriver sur place, on va rencontrer une paysanne qui va nous dire « Ah, mais moi, je connais machin qui travaille sur ça à 10 km et tout, et on ira voir la personne et tout. » Et l'idée, in fine, c'est de produire un documentaire sur ces femmes, parce qu'encore une fois, on veut qu'elles soient visibles, on veut qu'on puisse les voir, que les gens se rendent compte que ça existe. Toujours dans une histoire de représentation et d'inspiration. En fait, c'est ce truc de si tu vois d'autres faire ça, tu te dis « Ah, mais peut-être que moi, j'en suis capable, peut-être que je pourrais me lancer là-dedans. » Et notamment, il y a un gros enjeu autour de la représentation, d'une part des femmes, parce qu'on n'en voit pas assez. Il y a toutes les peurs qu'on s'est reçues en pleine figure, c'est parce que les gens ne voient pas à quoi ça peut ressembler un voyage de femmes, en fait. Et justement de montrer plus de femmes qui voyagent et où ça se passe absolument très bien et il n'y a aucun problème parce que c'est à peu près pareil que pour des mecs en fait, il n'y a pas grand chose de différent. Ça peut aider potentiellement des femmes à avoir moins peur et à se dire ah mais en fait elles sont parties et ça s'est très bien passé donc vas-y let's go j'y vais aussi. Donc il y a cet enjeu de représentation des femmes et il y a aussi un gros enjeu de représentation des agricultrices. Notamment parce qu'aujourd'hui, on a une grosse problématique qui est le renouvellement de la génération des agriculteurs et des agricultrices. Aujourd'hui, on est à peu près, je crois, à 490 000 agricultrices en France. Et en fait, je crois qu'il y a à peu près la moitié ou un tiers, je ne sais plus, qui va partir à la retraite d'ici 2030. Et en fait, aujourd'hui, le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, c'est un métier qui est extrêmement difficile parce que t'as pas de vacances. Physiquement, c'est compliqué. Tu es dénigré par à peu près tout le monde, que ce soit l'administration ou le public. C'est hyper galère. Tu es obligé d'emprunter des sommes astronomiques pour acheter des machines ou des terres. Et bref, c'est vraiment pas un métier de rêve actuellement. C'est hyper compliqué et du coup, ça attire pas non plus les foules. Et c'est pour ça qu'on a ce problème de renouvellement de la génération des agricultrices. Et l'idée, c'est aussi du coup, de montrer ce métier sous un jour un peu différent, donc sous le prisme féminin et sous le prisme agroécologique, pour montrer que ça peut être désirable, que ça peut être cool, que ça peut être joyeux en fait d'être paysan ou paysanne. Et voilà. Et donc le projet a un peu ces deux pans-là d'inspirer par le visuel en fait. En fait, c'est compliqué, surtout en tant que femme et dans l'agroécologie, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est compliqué à avoir, c'est aussi l'accès au foncier. Quand tu cherches des terres, en général, en moyenne, en France, il me semble que c'est 14 propriétaires à qui tu as affaire. Parce que tu loues les terres à 14 personnes. Ou une agricultrice. C'est énorme. Et le problème, c'est que s'il y en a un qui refuse
et que tu n'as pas assez d'hectares pour rendre ton exploitation viable, bah, ton projet, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau complètement. Du coup, il faut vraiment que tu aies assez d'hectares, etc. Et ça, c'est vraiment une bataille. Et aujourd'hui, quand tu as des héritages, ou tu as des terres qui doivent être qui sont amenées à être transmises, et ben, ce qui va être privilégié, c'est de les passer aux voisins pour qu'ils s'agrandissent, ou à des grandes entreprises qui les rachètent un peu plus cher. Et du coup, aujourd'hui, c'est assez compliqué, surtout en tant que femme, parce que bah, quand tu es en propriétaire, tu es plus réticent à faire louer ta terre à une femme, mais aussi pour de l'agroécologie, parce que c'est moins rentable, parce que c'est un peu plus risqué. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de méga-fermes, des fermes qui s'agrandissent. Enfin, c'est un système, le système du foncier, il est favorable en fait au système agro-industriel. Voilà quoi. Et pour moi, c'est un beau parallèle avec cette notion de progrès dont on parlait au début. Repenser cette notion de progrès, c'est quoi la réussite? Et c'est pas forcément en termes de rentabilité, de productivité. Que même ce voyage, en soi, c'est aussi une manière de repenser le progrès en tant que jeune diplômé. Et la réussite, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une pause dans notre carrière professionnelle, comme on dit, ou est-ce que ça fait pas partie de notre carrière professionnelle? La conclusion qu'on avait il y a un an, c'était que on n'arrivait pas à se retrouver dans les offres d'emploi qu'on nous proposait. Et perso, ça m'angoissait beaucoup. De voir autour de moi énormément de gens qui partaient en thèse ou qui partaient dans des grosses boîtes. Et personnellement, et Agathe, je crois que c'est pareil, on se retrouvait pas forcément dans ces schémas-là et on cherchait, on cherchait à monter quelque chose qui nous fasse un peu vibrer l'une qui ait du sens pour vous. Ouais. Et le projet est un peu né de cette envie-là de faire quelque chose qui ait du sens et qui respecte nos valeurs et aussi, je pense, d'un petit besoin de partir à l'aventure. Clairement. Voilà. Enfin, de mon côté, c'est parti de là. Ça s'est déclenché. Enfin, je suis allée voir un festival de films de voyage et d'aventure. Et en fait, ça m'a fait câbler parce qu'il n'y avait aucune femme dans les films. Il y a peut-être sur la sur la douzaine de films qu'il y avait, il y a peut-être un film avec une femme. Et perso, du coup, je me suis dit de manière très théorique, si je faisais un truc comme ça, moi, qu'est-ce que je ferais? Enfin, qu'est-ce que je mettrais en place pour qu'on voit plus de femmes, etc. Et du coup, là, c'est donc la partie un peu féministe du projet est un peu née comme ça. Comment mettre en valeur plus les femmes qui entreprennent, qui partent à l'aventure, qui portent des projets, etc., qui ont du sens. Et voilà, donc ça, c'était mon côté. Et après, Agathe, si tu veux, je peux te laisser. Ouais, bah pour le coup, moi c'est parti. Ça fait quelques années que j'avais cette envie de partir à l'aventure. C'est parti de Nomades des mers, une émission sur Arte, où quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que c'était un ingénieur, donc je me reconnaissais en lui via sa carrière pro, enfin voilà, le côté scientifique. Et je me suis dit. Ah bah voilà quelqu'un qui arrive à sortir des sentiers battus et c'est exactement qui arrive à sortir de ce schéma de on trace la route après l'école, on fait une thèse ou on va dans tel endroit, machin. Quelqu'un qui a fait des choix pour lui et qui a réussi à le faire et qui est très heureux comme ça, qui a réussi à remettre de la convivialité dans sa vie et du sens. Et j'avais envie, c'est un peu mon rôle modèle et j'avais envie de faire quelque chose comme ça, qui remette vraiment de la convivialité, du lien social et du questionnement. Et en fait, cette personne m'a tellement inspirée dans mes réflexions que je me suis dit, je sais pas si ça peut inspirer d'autres personnes. Enfin, en fait, je pense qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on a sans forcément faire des documentaires de fou ou quoi, mais même au niveau de son entourage. Même, il y a d'autres personnes dans l'école qui ont fait des voyages avant, des longs voyages un peu comme ça. Et ça m'a inspirée, en fait, de voir ces personnes le faire. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et du coup, si je peux participer d'une certaine façon à ça, je trouve que c'est assez fou, quoi. Et donc, c'est parti de là, et d'une envie de partir à l'aventure même pour soi. Oui, pour pouvoir se redécouvrir, voir peut-être s'il y a des choses qui vont changer, etc. Vous allez pouvoir... découvrir plein de choses. Ouais, et c'est vraiment ce truc de oser sortir des sentiers battus, comme tu disais.
oser faire ce que personne n'attend de toi. Et parce que à chaque fois, en fait, je trouve ça très marrant parce qu'à chaque fois que je parle de ce projet à des gens autour de moi, l'émotion que ça suscite le plus, c'est la peur. Ah ouais. Que ce soit la famille ou les amis ou les gens de la promo, c'est la peur parce que on est deux femmes qui partent on part à l'aventure, c'est un peu vous n'avez pas peur, c'est pas dangereux, etc. Vous allez dormir où? Ou la peur de personnes qui nous disent moi qui me disent en tout cas, mais t'es sûr que ça va avoir de l'impact, ça sert un peu à rien, ça va être une pause dans ta carrière professionnelle. Et du coup, on se prend tout ça, ça fait pas forcément plaisir. Et en fait, l'idée c'est de se dire, ok, malgré tout ce que j'entends, je vais quand même y aller, je m'en fiche, j'y vais quand même, et je vais me prouver à moi-même que malgré, il y a que moi qui, comment dire, c'est très spirituel. Mais je suis la seule personne à savoir ce que je peux faire, ce dont je suis capable et jusqu'où je peux aller. Et comme ça... prouver le contraire au final. Parce que effectivement, tu disais, en fait, c'est vraiment que les côtés négatifs que les gens en fait, t'exposent, mais ils voient pas du tout le côté positif que vous recherchez et que justement vous allez pouvoir montrer. Ils t'envoient leur propre peur en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment un miroir. C'est aussi bête que ça. Ouais, c'est exactement ça. Et même, je trouve que c'est tellement chouette ce que vous nous racontez parce que je pense à mon arrière-grand-mère maternelle qui était féministe et en fait toute leur génération elles se sont battues pour que ensuite les femmes elles puissent faire ce qu'elles veulent et suivre les rêves que elles pouvaient pas forcément suivre. Et du coup je trouve ça trop cool que vous ayez le courage en fait de franchir le pas parce que c'est trop dommage que les générations de femmes avant nous se soient battues pour qu'on puisse justement ouvrir le champ des possibilités et juste qu'on ait peur de saisir les possibilités parce que c'est pas ce qu'on attend de nous. Donc franchement, c'est trop chouette, je trouve, d'entendre des projets comme ça. Et si on parle peut-être un peu plus sur que ce soit la suite, mais aussi la logistique, comment vous avez pu financer le projet? Et aussi, petite question de curiosité, est-ce que vous connaissez votre premier point de stop? Alors pour le coup... Pour le financement, on avait regardé un peu les projets similaires, comment ils avaient fait, parce qu'il y en a quelques-uns des projets quand même de voyage à vélo pendant 6 mois, etc. Comment ils avaient fait pour s'en inspirer. Et donc on avait fait la prévision budgétaire qui était environ à... Alors à la base on était à 14 700 €. Ouais. Donc en comptant le matériel, parce qu'on n'est pas forcément équipé de base, ni Agathe ni moi ne sommes cyclistes, donc clairement, matériel audiovisuel également, tout ce qui est alimentation, potentiel logement, si jamais on a besoin de se loger en urgence ou quoi que ce soit, on avait tout prévu. Et donc aussi le matériel de camping, parce que l'idée c'est quand même de camper un maximum. Et donc on avait estimé à peu près à 14 700. Et effectivement, en allant voir les anciens projets, on a vu notamment plusieurs projets qui avaient fait appel à une ONG, qui est une ONG support qui s'appelle International Impact, et qui, en gros, fait le lien entre l'agence de service civique et des volontaires qui veulent partir en service civique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il existait un système qui s'appelle le service civique d'initiative, qui consiste à... non pas comme les services civiques classiques à toquer chez une association, que ce soit en France ou à l'étranger, pour travailler, entre guillemets, chez eux, parce que c'est pas du travail, mais être volontaire chez eux pendant un certain temps. Mais en gros, le service civique d'initiative, c'est vraiment d'apporter son projet et de dire, moi j'ai ce projet-là, est-ce que l'agence de service civique, et donc l'État, peut me financer pour ce projet parce qu'il a un intérêt, entre guillemets, général. Et donc on a contacté cette ONG en présentant notre projet et honnêtement moi j'y croyais pas trop à la base, mais en fait on a parlé avec eux et tout de suite ils ont été assez enthousiastes pour nous soutenir, et en fait on s'est fait financer la quasi-totalité du budget de base comme ça. C'est une gratification mensuelle, et en fait en faisant tout passer dans le budget de l'asso, ça nous fait tout notre budget de base. Et en fait, on a obtenu ce fonds assez rapidement. Et au final, on s'est dit, OK, là, niveau matériel, du coup, ça va aller. On est OK, enfin, matériel et autres. Mais on a d'autres bourses qui vont arriver, donc des bourses notamment universitaires, donc PSL, des bourses associatives. On s'est dit qu'on allait peut-être lancer une cagnotte aussi participative.
et on allait demander du soutien à diverses fondations, notamment la Fondation des Mines. Et donc on s'est dit, pourquoi pas augmenter notre budget et en fait rajouter un certain montant qui servirait de cagnotte en fait, pour les initiatives qu'on va rencontrer. Et donc on a augmenté notre budget de 8 000 €. Donc maintenant on est à peu près à 22 000 €, enfin 2 700. Et voilà. Et donc on est allé voir un certain nombre d'autres organismes, donc que ce soit la Fondation des Mines, PSL, on a candidaté à diverses bourses. On a contacté aussi des entreprises, des collectivités territoriales, donc plus ou moins à peu près à tous les endroits où on a habité ces derniers temps, on a envoyé des mails. Voilà, avec plus ou moins de succès. Pour les premiers points de chute, normalement, c'est un peu... Normalement, on s'est mise... Ça change tous les 2 jours. Au moins, c'est bien, c'est un projet qui vit et qui c'est justement, hyper dynamique. C'est ça. Bah, le truc, c'est que quand même 6 mois à vélo en Europe, l'objectif, c'est de voyager un peu partout en Europe et on n'a pas envie de passer 2 mois en France parce que c'est plus facile de trouver des initiatives en France parce que... Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, déjà, il y en a beaucoup. Et puis, bah, quand on cherche sur Internet, c'est plus facile de trouver. En France, il y a plus de réseaux, etc. Et l'idée, c'était aussi de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et pour pouvoir ressortir quelque chose de nos échanges, l'idée, c'est de rester 1 semaine dans chaque initiative où on va. Et donc, 1 semaine sur 6 mois, si on fait 6 exploitations, ça fait déjà 1 semaine par mois. Donc... au final, si on veut pédaler et faire un tour d'Europe, il ne faut pas qu'on multiplie les initiatives, quoi. Donc on s'est dit, on ne va pas en faire 3 en France et passer 2 mois en France. Bon, on va essayer de les étaler un peu plus en Europe. Et du coup, a priori, notre premier point de chute, ça serait autour de Mulhouse. Voilà, premier point de chute en France. Et après, point de chute suivant en Belgique. Peut-être aux Pays-Bas. Peut-être, ouais. Si la personne accepte de nous répondre. Et après, on a des personnes qui sont hyper enthousiastes pour nous recevoir en Pologne, à plein d'endroits en Pologne. Vous avez le choix. C'est ça. En Slovaquie et en Hongrie. Et peut-être en Grèce. Mais c'est vrai qu'en France, en fait, il y a déjà énormément de projets et ça prendrait je ne sais pas combien d'années de juste aller tous les voir. Et il y a un très bon podcast, d'ailleurs, petite promo, qui s'appelle Gaillard. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Qui a été faite par 2 personnes, dont 2 filles, dont une personne de l'ESPCI. Qui est un très bon podcast. Alors, c'est pareil, en fait, elles ont fait un voyage à vélo en France, cette fois, à la rencontre des paysannes en France. Donc, en fait, elles ont fait ce qu'on fait, mais en France. Et le podcast est hyper quali, donc voilà. Donc on a vu un petit peu les prochaines étapes et justement on en a peut-être un petit peu parlé, mais moi c'est la petite question, c'est justement à quel moment vous direz que votre projet est une réussite. Est-ce que justement c'est quand vous allez voir du coup les différents organismes, quand justement vous allez produire votre documentaire, enfin est-ce que vous avez certaines étapes clés pour vous où vous direz ok là en fait le projet marche bien et on arrive à faire ce qu'on veut? Je pense que la première étape clé, ça a été le financement, clairement. C'est en fait le moment où quelqu'un accepte de te financer, c'est le moment où ton projet prend beaucoup, beaucoup de valeur. Tu vois, tout à coup, il y a quelqu'un d'autre que toi qui le trouve légitime. Et c'est hyper puissant comme sentiment. Enfin, moi, je sais que ça m'avait fait tout bizarre quand des gens avaient accepté de nous financer. C'était plus juste un rêve dans notre tête, tu sais, c'était vraiment un truc concret. Et en fait, il y a des gens qui y croient et c'est pas que nous, quoi. Donc il y avait déjà cette étape-là que perso j'ai vécu comme une bonne réussite quand même. Ouais, pareil. Après je pense le départ ce sera aussi une réussite en soi parce que ça demande énormément de préparation. En fait il y a eu beaucoup de préparation, que ce soit recherche de financement, préparation du trajet, contact avec les partenaires, contact avec les initiatives. Planification, dans mon cas, construction du vélo aussi. Ouais. Donc il y a eu énormément de choses à préparer et on travaillait toutes les deux en parallèle, on était en stage, donc c'était quand même une grosse charge de travail. Et d'avoir juste réussi à combiner un peu tout ça et à faire en sorte que là, dans 5 jours, effectivement, on part, c'est déjà une réussite en soi. Et après, il y aura les phases... Ouais, je pense que cette notion de réussite, c'est assez personnel aussi. Qu'est-ce qu'on attend de ce voyage et qu'est-ce qui fait qu'il sera considéré comme réussi ? Moi, j'ai décidé de prendre le parti de ne pas me mettre de pression de quoi que ce soit. En fait, je pense qu'il faut qu'on
qu'on fasse comme bon nous semble. Juste, on y va, on est là, on filme ce qu'on peut filmer, on montre ce qu'on a comme matière à la fin et il en sort ce qu'il en sort. Et puis, j'ai pas envie qu'on se mette de pression sur le nombre de vues, le nombre de diffusions. S'il n'est pas vraiment hyper diffusé partout dans toute la France, c'est pas grave, c'est pas forcément ça l'objectif. Je pense qu'il faut, comme on disait, revoir cette notion de réussite et en fait on le fait aussi pour nous. Pour moi la réussite c'est déjà de le faire. Le plus dur dans ce voyage c'est pas d'avoir l'idée de le faire, c'est vraiment de partir malgré tout ce qu'on nous dit autour de nous. Pour moi c'est déjà une énorme réussite de faire 6 mois à vélo. Il y a beaucoup de défis de base, mais parce qu'on part de rien en fait. On est parti de aucune connaissance vélo, de aucune. Perso, j'ai jamais fait de gestion de projet comme ça, donc c'est la première fois. Toi, Agathe, peut-être un peu plus. Au niveau du documentaire, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc il y a beaucoup de challenges et je pense que c'est aussi pour ça que les gens doutent beaucoup. Mais ouais, en fait, au fur et à mesure, on avance et petit pas par petit pas, on a des petites réussites. Et il y a des moments relous, hein, clairement, quand on se prend un refus de bourse ou quand des gens nous répondent pas ou quand encore une fois, quand les gens nous mettent tous leurs doutes sur les épaules, c'est dur. Mais en fait, on arrive quand même à avancer. Et le fait est que, comme on s'entend très bien, et qu'on on s'auto-motive et je sais que moi quand je suis un peu j'ai pas le temps ou alors que je suis démotivée et Agathe elle me fait ok bon pourquoi t'angoisses et tout et on en parle et ça va vachement mieux et cette espèce d'émulation là elle est hyper bénéfique et c'est trop chouette et ça aide vraiment à avancer et je pense que pour ce qui est de la réussite du projet à la fin si on arrive ne serait-ce qu'à faire en sorte que les femmes qu'on va rencontrer soient un peu plus visibles. Donc il y a des gens qui voient un petit peu notre documentaire. Moi, ça me ferait déjà très plaisir. Ne serait-ce que dans le milieu étudiant, en particulier des ingénieurs, où on est très déconnecté de cette réalité-là, en plus à Paris, ce serait déjà pas mal, je pense. Ouais, c'est vraiment des petites graines qu'on plante par-ci, par-là, surtout chez les étudiants, de montrer que même en ayant fait des écoles qui nous destinent à faire de la tech un peu plus high-tech, il y en a certains qui prennent un contre-pied, quoi. Et puis c'est aussi un message de oser faire des choses pour la première fois. Même si tu n'as jamais touché à une caméra, tu peux te lancer et oser faire un documentaire, avoir la prétention de le faire, même si c'est pas le documentaire qui va révolutionner voilà. C'est pas grave, juste oser faire des choses pour la première fois, quoi. Ouais, oser commencer. Enfin, c'est dur parce que tu t'y connais rien et forcément tu vas rentrer dans des milieux où les gens ils s'y connaissent 1000 fois plus que toi et c'est pas évident mais en fait tout le monde passe par là à un moment donc un peu désacraliser ce truc de non, personne ne passe de je connais rien à je connais tout. Il y a toute une phase d'apprentissage qui est longue et chiante, mais en fait, tout le monde passe par là et c'est OK. Que la réussite sera dans le chemin plutôt que dans l'arrivée, quoi. Et si jamais ça peut inspirer des personnes, notamment en école, et montrer que t'es pas obligé de suivre telle voie, c'est déjà ça la réussite, en fait. Ouais, j'avais parlé, j'avais été dans ma prépa pour parler un peu du projet devant les étudiants et les étudiantes. Et clairement, tout le monde n'était pas intéressé par ce que je racontais, mais à la fin, tu as quand même 2-3 personnes qui sont venues me voir et qui étaient en mode « Ah ouais, ça me fait vachement réfléchir, ça me questionne, moi je suis partie dans ça parce que, parce que j'étais bon en sciences et parce qu'on m'a dit de le faire et tout, et du coup, je sais pas trop quoi faire de mes études et tout. » Le mec est en première année de prépa, tu vois, donc clairement, on n'en est pas au même stade, mais tu vois, rien que ça faisait trop plaisir de se dire « Ok, j'ai même pas commencé le projet, j'ai même pas commencé à pédaler ou fait le film ou quoi que ce soit, et ça fait déjà réfléchir certaines personnes. Et rien que ça, je trouve ça cool. Merci beaucoup pour la présentation de votre projet. Peut-être une petite question qui se veut un peu de conclusion. Donc, vous nous avez raconté justement un peu cette voie alternative que vous choisissez de prendre par rapport à des chemins tout tracés qu'on nous demande souvent de suivre. En tant que jeune diplômé, selon vous, quel rôle les ingénieurs devraient-ils jouer dans la société ? Selon moi, les ingénieurs, les scientifiques et les chercheuses ont clairement un rôle politique à jouer. Parce qu'en dépit de tout ce qu'on peut penser de la science qui se montre très neutre et très je ne touche pas à la politique, très je reste dans mon laboratoire ou dans mes observations.
C'est totalement politique. Le fait de choisir telle ou telle recherche, tel domaine de recherche, que ce soit en termes de carrière professionnelle ou en termes de financement aussi. On l'a bien vu aux États-Unis récemment. Enfin, clairement, le fait de financer tel ou tel domaine de recherche, c'est lié complètement à la politique. Donc il y a ce truc-là de ne pas, enfin surtout ne pas rester dans une science qui se veut déconnectée de la réalité du public, de la réalité politique, etc. Notamment en contexte de changement climatique où la science a totalement un rôle prépondérant à jouer dans l'adaptation au changement climatique, mais surtout l'observation et la prise de décision et la mise en place de politiques publiques. Je pense que clairement, il y a un énorme enjeu politique qui est lié à la science, à l'ingénierie, à l'innovation. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'ingénieur, scientifique et chercheur et chercheuse, on ne doit pas rester déconnecté de cette réalité-là. En tant que scientifique, on est censé avoir... les gens s'attendent à ce qu'on ait une voix assez neutre. Et il y a un danger, effectivement, de si on prend position pour telle ou telle décision, que ce soit associé à un parti politique. Et le danger, c'est que en fait, toutes les personnes qui n'adhèrent pas à ces idées politiques, à ce parti politique-là, décrédibilisent en fait la parole des scientifiques qui, eux, s'y rattachent. Et donc, il y a effectivement un danger de clivage un peu d'opinion et de confiance en la science vis-à-vis des partis politiques. Et ça, c'est un peu le risque. Et il n'y a pas forcément de... J'ai pas de solution, j'en connais pas actuellement par rapport à ce problème-là. Mais clairement, il faut que les scientifiques prennent parti. En fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est eux qui ont la crédibilité, c'est eux qui ont le savoir, on va dire, derrière eux, parce qu'ils ont non seulement ils ont fait un certain nombre d'expériences, mais ils sont au courant de ce qui se fait dans d'autres laboratoires, etc., sur l'ensemble du réseau scientifique de leur domaine. Donc ils sont en capacité d'avoir le recul pour conseiller en fait pour les politiques publiques notamment. Ouais. C'est ce qu'on voit un peu avec le député du RN qui a dit à Camille Etienne quand elle parlait du GIEC qu'il avait l'impression d'entendre une religieuse parler de sa Bible. Donc on voit qu'il y a des parallèles des fois entre la science et la religion. Bon, c'est un peu voilà. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que on n'est pas juste des scientifiques, on est aussi des citoyens et des citoyennes. Et en ce sens, je pense qu'il faut qu'on arrête de séparer le pro et le perso. C'est pas en mode je suis engagée dans ma vie personnelle et professionnellement parlant, je fais ma carrière chez machin. Non, en fait, on est citoyen. Il faut qu'on arrête de faire cette séparation. Je pense que c'est important de questionner notre quotidien au travail et aussi au niveau perso. Et je pense aussi qu'on a une responsabilité de quand on n'est pas d'accord ou quand on entend des choses qui sont fausses, de le dire, que ce soit autour de nous, autour de nos proches, ou de prendre la parole. C'est aussi ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas qui relaient des propos qui ne sont pas forcément vrais. Je pense par exemple à la montée du masculinisme sur les réseaux et des personnes qui relaient des fausses informations sur le corps des femmes. C'est fou. Et nous, on est au courant que c'est faux, il faut rétablir la vérité, quoi. Et Je pense que si les scientifiques prenaient plus la parole, le monde serait meilleur. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien que les scientifiques sentent cette légitimité de prendre plus la parole. J'ai l'impression qu'il y a un peu ces trucs des scientifiques qui ils font leurs recherches dans leur coin. Et puis, c'est les politiques qui sont sur le devant de la scène et qui en font ce qu'ils veulent. Et accepter de dire que des fois, on ne sait pas, en fait. Enfin, c'est aussi con que ça. C'est juste on a beaucoup de mal à le dire. On ne sait pas tout et c'est un peu relou de le dire à voix haute, en fait, que tu ne sais pas un truc. Et... Enfin, je sais que... Je pense que c'est un peu dans toutes les familles où t'as un gamin qui est scientifique, après t'as tous les parents qui sont là en mode « Ah, au fait, d'ailleurs, j'ai vu ça sur Internet, est-ce que c'est vrai ?» Et en fait, c'est un domaine que tu connais pas tout, en fait. Donc oui, ok, ils ont vu que telle molécule avec telle molécule, sauf que moi, j'ai jamais vu ça, donc j'en sais rien. En fait, je peux aller fact-checker sur Internet peut-être, mais c'est pas du tout ce que je sais. Donc accepter de dire que des fois, on ne sait pas et qu'en fait, on peut se pencher ensemble sur la question, on peut aller faire les recherches ensemble, il n'y a pas de problème, etc. Mais que... il y a des choses qu'on ne sait pas. Et je pense que si les gens acceptaient des fois de dire « je ne sais pas »,
ce serait beaucoup plus simple de gérer plein de problèmes aujourd'hui. Il y a un truc qui est marrant à ce propos, c'est qu'en fait, moins on en sait sur un sujet, plus on va étaler, plus on va dire de choses. Et c'est pour ça que je pense, notamment sur les réseaux, tu as plein de gens qui savent pas trop grand-chose et qui prennent beaucoup la parole. Ouais, et qui ressentent le besoin de prendre parti et d'étaler ce qu'ils pensent, en fait. C'est même pas ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils pensent. Et sauf que c'est des vues de l'esprit. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si nous, en fait, quand on étudie la science, on sait ce qu'on ne sait pas. Oui. Et du coup, on ose moins prendre la parole parce que non, tant que t'es pas sûr à 100%, non, tu le dis pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on avait fait une formation pour le service civique, notamment, avec le jeu de la NASA. Je sais pas si tu te souviens, Agathe. Et effectivement, une des conclusions, on avait fait ça par équipe, et une des conclusions en fait, de ce jeu, c'est que on arrivait à mieux gérer un problème si on arrivait, en fait, si les gens qui s'y connaissaient dans le domaine concerné arrivaient à élever leur voix, et si les autres qui s'y connaissaient moins acceptaient de dire qu'ils ne savaient pas, et qui se retiraient pas forcément complètement du débat, parce que tout le monde a toujours un petit mot à dire, tu peux savoir quelques petites choses. Mais d'accepter que y a des gens peut-être des fois qui en savent plus que toi sur un domaine, et que c'est ok pour toi de t'asseoir un peu sur le côté, de te mettre en retrait et d'écouter. Et de poser des questions. Et de poser des questions. T'avais aussi les groupes qui résolvaient le mieux le problème, c'était ceux qui avaient le plus discuté et pris le temps d'étudier le problème, alors que les groupes faut qu'on choisisse vite, on va choisir ça, ils tranchaient plus vite. Ils avaient moins bien réussi le jeu. Ouais. D'où le fait que oui, ça prend du temps, il faut discuter, mais c'est important, quoi. Ouais, c'est ça. On arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes notre premier podcast, donc on est trop contente d'avoir partagé un peu ce moment avec vous, qui est super inspirant aussi. Donc on vous demanderait aussi de partager des ressources si vous voulez, des livres ou des ressources, des podcasts ou même des sites web, des articles, peu importe, pour que nos auditeurs et auditrices puissent prolonger justement le sujet s'ils le souhaitent, parce que le but du podcast c'est aussi d'apprendre, vous les avez initiés à plein de sujets, mais aussi de pouvoir prolonger un peu l'apprentissage après. On vous remercie, et si vous avez des façons dont on peut vous aider, n'hésitez pas, c'est votre moment. Pour le coup, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, c'est Soroutes_EU. Et puis, on a notre cagnotte Hello Asso, Soroutes. Vous pouvez... Donc, le compte Insta, la cagnotte, on a aussi un compte LinkedIn. Ouais. Et on va faire je sais pas si vous connaissez, on va faire un Polar Steps pendant le voyage. Pour suivre toutes les étapes justement de votre voyage. Donc, il sert à suivre un peu chaque étape du voyage tout au long du périple. Et donc, du coup, quand les personnes écouteront ce podcast, vous serez déjà sur la route. Donc, sûrement, si vous voulez du coup suivre un petit peu tout ça, de regarder un petit peu les réseaux sociaux. C'est ça. Et rendez-vous en octobre, peut-être un peu après pour que vous vous reposiez, mais rendez-vous en fin d'année pour discuter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.